Ce que je vais vous raconter un peu, c'est un processus que je suis en train de développer pendant des années dans certaines de mes compositions et que j'appelle par analogie au processus de la psychanalyse freudienne, j'appelle élaboration secondaire ou processus secondaire, qui c'est une espèce d'élaboration ultérieure à partir des étapes que j'ai accumulées pendant le processus de composition. Donc ça va être clair avec le texte. Il a été au début de 1994 que mon intuition m'a guidé vers un dédoublement spéculatif assez instigateur. Avec une inconscience primaire et de façon presque instinctive, j'ai voulu sauter par dehors de l'objet sonore que j'avais déjà laborieusement construit, et cela après des jours d'élaboration en studio, afin d'investir sur un processus assez exhaustif de perlaboration. L'analogie à la psychanalyse de Freud est ici volontaire, bien que cette association soit libre et quand même pertinente. J'ai désigné ces processus par les termes d'élaboration secondaire ou processus secondaire, comme s'il s'agissait alors d'un Sekundärvorgang psychique, cette fois appliqué à la psyché de l'auditeur. Afin de perlaborer, le terme est freudien, perlaboration, j'avais comme intention vaincre la résistance due au travail déjà exhaustif en studio et laisser de me rendre satisfait avec les sons obtenus par leurs premiers résultats. J'étais convaincu que je pourrais obtenir quelque chose d'encore plus travaillé, soit au niveau de l'artisanat, soit au niveau même des matériaux, dans leur double fonction articulatoire, donc relationnelle, et celle qui concerne les timbres, donc constitutive. J'ai voulu donc me plonger sur l'objet sonore déjà construit avec l'énergie de quelqu'un qui se propose à réaliser une première idée et qui a du mal à percevoir les difficultés qui lui seraient interposées en cours de route. Et dans ces processus secondaires, en réalité une vraie et authentique élaboration, je voulais donc revisiter les déjà faits tout en les considérant comme quelque chose encore in progress et qui, par conséquent, aurait besoin d'une ultérieure et indispensable amélioration. Si cette chose s'avère être fréquente dans les processus même de l'écriture instrumentale, où nous écrivons la musique, on révisite, on réécrit, on fait des creusements dans les papiers, etc. Il semblait atteindre dans le domaine de la composition électroacoustique son apogée, puisque la révisite ne serait pas restreinte seulement au niveau de l'artisanat, mais elle se déroulerait aussi avec toute son énergie sur les noyaux même des matériaux. C'est dans ce contexte que je me réfère à la découverte révolutionnaire freudienne autour des processus psychiques primaires et secondaires, relatives respectivement au système inconscient d'une part et préconscient ou conscient d'autre part, dont les termes pour Freud étaient respectivement primaire Vorgang et secondaire Vorgang. Les deux processus devraient constituer ce que Freud a désigné justement par perlaboration Durcharbeitung. Et voilà ce qui s'est passé dans le processus de l'écriture électroacoustique des parcours de l'entité, une pièce mixte de 1994 pour flûtistes, percussionnistes à métaux et sons électroacoustiques. Après de longues heures de travail de sequencing avec des échantillons de flûtes et de percussions métalliques, et tout en obéissant à une rigoureuse structuration, j'ai eu un insight lorsque j'ai écouté tous ces sons électroacoustiques au cours de la composition des parcours de l'entité. Pourquoi devrais-je me conformer avec ce que j'avais déjà acquis? Pourquoi ne pas méfier de son résultat? Il faudrait considérer toute cette structure découlant d'un amas de touches au clavier MIDI et soigneusement séquencées au Cubase à l'époque, dont chaque touche avait reçu son échantillon particulier
et dans laquelle chaque touche était insérée dans la dense trame des valeurs, des durées et des hauteurs qui miroitaient les intervalles de mes modules cycliques, une technique que j'ai développée avec des intervalles, élaborée ici comme une vraie composition des profils. D'ailleurs, avec un méticuleux contrôle des registres, il faudrait donc considérer toute cette structure déjà complexe comme un macro-objet unique à être encore soumis à une recomposition, dans laquelle ces macro-objets ne deviendraient qu'un micro-objet d'une autre structure encore plus complexe. C'est ainsi que j'ai procédé. Tout ce que j'avais fait jusque-là, avec sa durée globale, a été donc disposé dans une seule touche centrale du clavier MIDI. À l'époque, un synthétiseur Yamaha qui me servait à ces propos comme contrôleur MIDI, pour ensuite se soumettre à toute une nouvelle structuration de deuxième ordre, donc à une élaboration secondaire. Alors toute cette structure que j'avais acquise qui me sonnait déjà complexe, j'ai réduit dans une touche et j'ai refait une structure avec la multiplication de cette couche complexe dans plusieurs niveaux. Tous les sons ensemble de tous les premiers processus ont été alors écoutés comme s'il s'agissait d'un seul son, n'importe quoi avec l'espace, tout avec considéré comme un seul objet sonore, lequel aurait pour but parcourir de nouveau les mêmes itinéraires structurels, mais qui reproduirait à chaque pas singulier la gesticulation originaire, maintenant au niveau microscopique et donc presque textural de la figuration primaire. Comme résultat, j'ai obtenu un objet de haute complexité, d'autant plus complexe qu'il s'avérait être les résultats primaires. J'ai donc pu constituer un objet multiforme d'une porosité multi-angulaire avec des subtiles protubérances comme des lames d'une écoute kaléidoscopique. Je joue maintenant ce premier exemple. Ça, c'est la couche de la bande qui accompagne la flûte et la percussion. Déjà procédé dans le processus de multiplication que j'ai fait. Et ensemble avec la flûte et la percussion. C'est un peu bas le niveau. Ouais, trop bas le niveau. Mais... Ce processus a été repris plus tard dans Colores en 2000. Dans un texte sur l'œuvre, j'avais observé tous les sons électroacoustiques sont réminiscences de la fin des pulsares et des harmonies das esferas, mais ils sont ici radicalement métamorphosés. Toute sa constitution finale n'est en réalité qu'un même matériau superposé en 8 couches, où chacune de ces couches est soumise à un comportement spatial particulier. À chaque moment, on a affaire à des subtiles alternances dynamiques entre ces couleurs diverses d'un même événement sonore, comme dans un kaléidoscope multispatial de timbres. Je me réfère ici à la musique du Moyen-Âge, diversitas varietas et colores, constituaient les trias fondamentales de cette période. Les deux premières notions,
diversité des matériaux et leurs variations sont des concepts souvent admis au cours de l'histoire de la musique, mais affirmer que les couleurs associées dans leur origine aux ornementations des auteurs sonores constituent des éléments significatifs déjà en pleine époque du Moyen-Âge fait de la musique ancienne quelque chose de bien proche des poétiques musicales contemporaines. En plus, le mot couleur concluait déjà une pièce de ma jeunesse que j'avais composée avec un texte de Philadelphie qui était un poète très, très important, mon frère qui a décédé très jeune dans un accident de voiture et que j'ai fait donc colores en son hommage. Si j'avais considéré cette procédure d'un colores Philadelphia in presentia comme assez original, cela n'a pas été par son caractère nouveau. À vrai dire, on a ici un autre type d'élaboration secondaire si comparé avec celle présente déjà en parcours de l'entité. À l'opposé de cette pièce de 94, dans Colores, je n'ai pas décidé de simplement révisiter l'objet déjà élaboré pour le soumettre à des élaborations ultérieures comme un seul objet, mais en revanche, de révisiter un même objet déjà considérablement complexe par 7 fois, et cela simultanément, de façon à obtenir à la fin 8 états fort distincts et concomitants de cette même structure. Ces états divers varient alors en ce qui concerne leur proéminence et relief, comme des alternances de colorations diverses d'une seule chose. À partir d'une entité harmonique génératrice, responsable de la constitution de toute une trame compositionnelle de la fin des pulsares et des harmonies des sphères, j'ai donc institué la revisite de la revisite. Le DNA révèle son inconstatable parenté avec ses œuvres, mais la métamorphose radicale des matériaux et de leur contexte dans la composition, suivie de sa multiplication simultanée et kaléidoscopique dans un tissu hétérophonique à 8 voix, donne une nouvelle impulsion créatrice aux élaborations secondaires, à ce que j'appelle élaboration secondaire. Donc, on écoute un exemple des colores dans une version quadriphonique. Il s'agit d'une même couche, mais avec 8 couleurs superposées avec des trajectoires distinctes. Et j'ai fait des reliefs de ce que je voulais entendre ou non. Plus tard, à la fin de 2006, les élaborations secondaires auront constitué le support à la construction poétique de Selva Illuminata, sur laquelle j'ai rédigé en février 2007 les textes suivants. Selva Illuminata discourt sur l'existence d'un compositeur qui, au milieu de sa vie, se trouve dans une forêt illuminée. Tout en se rapportant à la situation existentielle problématique si bien retraitée par Dante Alighieri dans son Enfer, la pièce inverse la préposition, supprime l'adjectif sombre, oscura, de la forêt dantesque, pour exalter les stimulantes ramifications de cette odyssée par la nature. Une nature remplie par des symboles, comme bien le voulait Baudelaire, peut-être aussi perverse que l'a décrite le poète français, mais de toute façon prépositive et instigatrice. La narrativité de Selva Illuminata ne s'est basée que sur 3 phrases. Au début, sur le début même de l'enfer de Dante, dans son original en italien, toutefois sans les mots oscura, par le biais des forêts profondes de Francis Domon, à qui j'ai fait référence. Presque au milieu de la pièce, c'est une phrase de Péléa et Mélisande de Maurice Maeterlinck par les biais de Claude Debussy, lorsque Golo, au début de l'opéra, se trouve perdu au milieu d'une forêt et rencontre la belle Mélisande également perdue.
Et à la fin, une des dernières phrases de Traverser la forêt d'Henri Pousseur avec livret basé sur Charles Baudelaire et Michel Butor, récemment décédés. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva, sans le oscura. Je ne pourrais plus sortir de cette forêt, ça vient de Debussy, et lentement, certes trop lentement, il nous faut traverser d'autres forêts. C'est la phrase de Butor à travers Baudelaire qui est dans Pousseur. Au milieu de ces parcours, Selva Illuminata emprunte en son métallique des Fabrica Illuminata de Luigi Nono. Maintenant, c'est la nature même qui doit être illuminée et sauvegardée. Soit les phrases, soit les sons des Fabrica Illuminata sont presque méconnaissables et sont soumis à de profondes métamorphoses. Les voix dans leurs interventions sporadiques se rapprochent en général des événements de la nature. L'auditeur est invité à se perdre au milieu d'une écoute profuse et multiple d'une forêt imaginaire, en se voyant, à un certain moment, devant une polyphonie de 80 grenouilles distinctes de la forêt tropicale, transformées et disposées dans l'octophonie, avec leur propre périodicité distincte et à des points singuliers dans l'espace, de l'espace. Après un développement où des sons de la forêt se transforment en des vols menaçants et stimulés d'oiseaux, cette polyphonie est révisitée. Dans ce processus compositionnel, j'ai désigné par élaboration, que j'ai désigné par élaboration secondaire, l'information sonore de chacune des 8 pistes, donc de chacun des 8 haut-parleurs, de la polyphonie originaire, est traitée de façon radicalement distincte et indépendante. Au contraire de ce qui s'est passé auparavant, ces métamorphoses sont en plus mobiles à partir de ces moments-là, en faisant des trajectoires courbes dans l'espace. La fin, de même que le début, invoque l'image acoustique de la chute, d'une chute dans une ambiance inouïe, en incitant l'écoute à de nouvelles redécouvertes dans et hors la pièce même. C'est-à-dire, j'avais une structure octophonique et j'ai considéré chaque boîte, chaque haut-parleur, comme un objet sonore indépendant. J'ai pris cet objet et j'ai recomposé une autre trajectoire à partir de chacun de ces 8. Donc c'est un son, par exemple, qui bouge dans un système octophonique. Si je considère ce qui se passe avec un haut-parleur, avec l'autre haut-parleur, comme des objets sonores indépendants, et j'ai refait des trajectoires, ça va avoir 8 trajectoires indépendantes en se croisant dans l'espace, comme une polyphonie du même objet, de la même chose. Si je varie la couleur de chacun, on a une multiplication colorée de l'espace et des couleurs dans le même objet. C'est ça que j'ai fait. Donc, dans Selva Illuminata, j'ai inauguré une procédure ultérieure en ce qui concerne les élaborations secondaires. Après avoir réalisé un diagramme dans l'espace octophonique du parcours de diverses couches d'événements simultanés, je n'ai plus considéré la préservation du lien des parcours spatiaux et j'ai alors considéré les informations sonores qui sont audibles dans chacun des haut-parleurs de l'octophonie individuellement, chaque fois en tant qu'un nouveau événement, comme s'il s'agissait à chaque fois d'un nouveau objet sonore, provenant à chaque fois d'un haut-parleur différent. Pour cela, j'ai fait un bouncing des 8 pistes individuellement, c'est-à-dire avec l'extraction de l'information audio présente dans chacun des haut-parleurs, et j'ai répété ce processus par 8 fois, au point que ces 8 points de l'octophonie résultent en 8 objets sonores indépendants et déjà multicolorés, dans la mesure que pour chaque haut-parleur déterminé, divers sons sonnaient à des moments temporels assez distincts et avec les périodicités contrastantes, chacun avec son comportement individuel, soit par rapport à sa durée et sa disposition dans le temps global de la structure, soit par rapport à sa localisation figée dans l'espace total de l'octophonie globale. À partir de ce moment de la réalisation de la pièce, chaque nouvel objet sonore a été soumis à une nouvelle mobilisation spatiale distincte tout en parcourant des courbes dans l'espace. Dans Selva Illuminata, à l'opposé de ce qui s'est passé dans le parcours de l'entité ou dans Colores,
toutes les deux procédures sont écoutées dans l'œuvre, soit la structure élaborée dans les processus primaires, soit sa restructuration secondaire à la fin de la composition. Donc, écoutons un morceau. Les processus primaires. Vous écoutez d'ici, il me semble trop bas. C'est bas. Ah, ça va? Ça va, ok. Et maintenant, les processus secondaires où j'ai révisité chaque haut-parleur de cette structure et j'ai refait la spatialité pour chacun. Maintenant, j'arrive à la fin de mon exposition. Un cas plus récent et particulièrement radical est celui d'une autre pièce acousmatique Simultrans pour 16 canaux, dont le processus de composition a été si laborieux que j'ai dû travailler là-dessus, bien qu'avec beaucoup d'interruptions, de 2009 à 2013. Et il sera notre dernier exemple de processus secondaire. Je ne vais vous décrire que quelques-unes des 27 étapes de la composition, en cherchant de les résumer au maximum. Simultrans est constitué par 5 sessions qui sont, dans leur partie, constituées par un minutieux travail de traitement sonore de 34 fragments dérivés de mes propres pièces. Les fragments sont groupés par affinité sonore ou gestuelle et sont disposés par les 5 sections en obéissant à une certaine morphologie de leur relative simultanéité. On peut voir ici dans le texte même que selon la section de la pièce, il y a un type de morphologie de l'agencement de ces couches. Ou bien, par exemple, ils finissent tout ensemble, ou bien ils commencent tout ensemble, comme dans la section D, ou les moments les plus longs au milieu de la structure, comme dans la section E, ou les moments les plus courts est toujours au centre, comme dans la structure C. Il y a 5 morphologies de l'agencement temporel de ces simultanéités. En utilisant mon logiciel de composition de trajectoires spatiales Music Pan Space MPSP, dont la première version avait été conçue justement en 2009, chaque fragment dans chaque section a été alors soumis à une trajectoire spécifique dans le plan octophonique en bas, mais toujours différentes les unes des autres. Tout cela, cependant, sous la condition de tout soumettre à une typologie de l'espace. C'est-à-dire que pour chaque section, j'avais défini un type spécifique des trajectoires. Par exemple, section A, mouvement aléatoire. Section B, mouvement en courbe lisse-ajout. Section C, en spirale. Section D, par ligne droite. Et section E, mouvement sinusoïdaux. Donc, il y a pour chacun des éléments, c'est une graphique du résultat final des trajectoires pour chacun des événements qui sont simultanés dans la partie 1, 2, 3, 4, selon ces modèles de random, lisse-ajout, etc. Donc, pour chaque événement, il y a un dessin d'espace différent qui va être simultanément superposé aux autres sons avec leur spatialité. Après générer tous ces mouvements simultanés, je les ai, pour ainsi dire, déconstruits pour les processus secondaires
J'ai alors considéré chaque haut-parleur de ses résultats globaux de l'octophonie dans chaque section, à l'exception de la troisième, la plus longue, et avec des clairs mouvements circulaires et en spirale que j'ai laissé. Et j'ai par conséquent fait un bouncing individuel dans chaque section pour chacune de ces 8 pistes. J'ai ainsi obtenu pour chacune de ces 4 sections A, B, D et E 8 nouveaux objets sonores provenant chacun d'un haut-parleur, donc 4 multiplié par 8, 32 fichiers audio monophoniques. Toujours à 96, chacun de ces 32 fichiers a été alors soumis à 3 filtres distincts, tout en générant 32 multiplié par 3, parce que ce sont 3 filtres, 96 fichiers monophoniques. Chacun de ces 96 fichiers a été alors de nouveau soumis à une nouvelle trajectoire octophonique. Donc, en résultat, en principe 96 multiplié par 8, 60, je ne sais pas en français dire ça, 68 canaux, différentes de toutes les antérieures, mais tout en obéissant à la taxonomie des trajectoires pour chaque section. Donc, selon 5 minutes. Okay. Donc, selon la typologie spatiale des sections particulières, dont les dessins sont illustrés par les prochaines figures. Donc ici, vous avez les dessins du processus secondaire qui a généré, j'ai dû faire par couche, par étape, parce que je n'avais pas la mémoire suffisante de l'ordinateur pour avoir ça. J'ai dû construire par étapes un bouncing provisoire et faire la synchronisation avec notre bounce. Heureusement, dans l'ère numérique, on peut faire ça sans perdre de la qualité. Ce n'est pas comme dans l'analogique, on plongeait, on fait le ping-pong avec la bande magnétique, on perdait la qualité. Ici, j'ai dû faire par des jours, ça, c'est fou, totalement. Bon. Vous vous rappelez certainement, dans l'étape antérieure, chaque fichier audio avait été filtré 3 fois avec des filtres distincts. Et voilà, à la fin, j'ai réalisé un petit décalage temporel entre chacune de ces 3 équalisations différentes de chaque fichier audio. Et dans la mesure où chacun de ces fichiers est aussi soumis à une trajectoire octophonique distincte, on a comme résultat une vraie multiplication spatiale des événements comme des petits battements d'espace. Écoutons ces petits fragments, comme le dernier exemple. C'est une réduction octophonique. L'original est 24 canaux où on perçoit cette espèce de kaléidoscope avec le battement, avec des décalages d'espace. Le thème était la stéréophonie ici. Donc, j'ai fini avec ce paragraphe. Il est évident que la stéréophonie ne me permettrait décidément jamais une élaboration des trames d'espace en tel niveau avec cette indépendance des... Ce que j'ai décrit ici, on peut bien appeler transtextualité procédurale, c'est-à-dire une intertextualité qui traverse l'œuvre même.
hein. Les inventions peuvent devenir objets d'élaboration secondaire, tertiaire ou encore de n'importe quel autre ordre. Les processus de l'élaboration secondaire en composition ne s'avèrent être qu'une invitation à une invention multiple sur les matériaux et sur l'espace. C'est ça. Merci de votre attention, de votre patience. Si vous avez, je ne sais pas si on a le temps des questions. Sinon, on peut parler après. Oui. Bonjour. Ce processus d'élaboration a été pensé a priori de l'œuvre ou a été théorisé après avoir fait l'œuvre? Je suis venu à cette idée d'un parcours de l'entité lorsque j'avais construit par des jours une structure. Et lorsque j'ai écouté les structures, je me suis tout d'un coup aperçu que je pourrais prendre tout ça et considérer tout ça comme un objet. Et à partir de ça, on pourrait remanipuler toutes les séquences de cet objet et multiplier ça. Et c'était une espèce d'intuition et des recherches par complexité d'espace et de polyphonie que je suis arrivé à ça. Il y a certainement une différence entre cette approche initiale et ce que j'ai fait maintenant avec l'objet sonore à partir du résultat d'un haut-parleur inséré dans un système multiphonique où j'ai fait un dessin des trajectoires. On a, par exemple, un son qui fait ça. Ça va passer ici, après d'un temps, il va revenir ici. Si je considère ces haut-parleurs comme un objet, ça va avoir des périodicités avec des silences. Si je reprends ça et je fais une autre trajectoire, et un autre avec cet objet, un autre avec celui-là, et je commence à croiser et même décaler un peu, on fait une espèce de battement d'espace multiple avec un objet, simplement un objet. C'est ça que je cherche maintenant. Merci beaucoup.